Présente donc Carmela Lettieri, maître de conférence HDR OKR, spécialiste de civilisation de l'Italie contemporaine. Ses recherches portent sur la sociologie des intellectuels et sur l'histoire culturelle, sur l'analyse des médias, sur l'histoire de la mémoire, notamment les années de plomb en Italie, et sur les institutions politiques et socio-économiques de l'Italie contemporaine. Elle approche la question des récits du travail à la croisée des mutations socio-économiques et politiques. Aujourd'hui, va précisément nous présenter une série de matériaux hétérogènes, récits, discours, images, représentations, issus de ces différents travaux, pour nous proposer un questionnement étayé des approches méthodologiques possibles. Merci. Oui, à l'occasion de cette rencontre, j'ai eu l'envie de partager avec vous quelques réflexions personnelles qui restent donc provisoires, personnelles et tout à fait incomplètes, sur ce que j'ai appelé des relations topologiques de voisinage entre ces termes que sont récits, discours, images, représentations, pour essayer en fait de délimiter les régions de l'espace sémantique commun qui le recouvre. Un peu parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai mobilisé au cours de mes travaux des matériaux et des sources très hétérogènes. Donc j'ai moi-même été amenée par le passé à utiliser toutes ces notions. Et donc j'ai été confrontée à la nécessité de les définir, mais aussi parce que on l'a bien vu dès la phase initiale de ce projet, les premières difficultés ont émergé justement lorsqu'il a fallu trouver un langage commun. Maria Grazia, Carlo, Edith, Adam en sont les témoins. Rien que pour rédiger l'appel à communication pour cette journée, on a constaté dans nos échanges qu'il y avait que les philosophes, les littéraires, les psychologues, les historiens, les sociologues, les linguistes, etc. ont tendance à privilégier l'un ou l'autre de ces termes. Parfois, on leur attribue une signification différente, ou bien on les utilise dans des perspectives qui, au premier abord, ont pu nous paraître inconciliables. Donc, mon objectif aujourd'hui est de voir s'il est possible de trouver un terrain d'entente, si cette fameuse pluridisciplinarité est praticable, en vous faisant part donc de mes critères, de mes propres critères, et en vous montrant de quelle manière ces notions ont constitué pour moi des outils pour l'analyse de ces corpus variés. Alors n'ayez pas peur, cette première diapositive vous montre un petit peu en vrac les objets et les matériaux que j'ai utilisés. Je ne vais pas pouvoir vous parler de tout. J'ai fait un choix, donc je vais plutôt me concentrer sur des sources télévisuelles, parce que je trouve que c'est un document dont on n'a pas beaucoup parlé. Beaucoup des récits que vous voyez là et des livres font partie de ce courant de la littérature de travail, ou ce nouveau courant de la littérature du réel, ou un nouveau courant du réel présent aujourd'hui en Italie, qui aborde cette thématique. Ce sont des récits qu'on pourrait aussi mettre dans ce grand corpus, dans cet grand ensemble de récits de témoignages dont parlait Agnès ce matin. Ce sont des récits aussi qui se posent aussi de manière critique en fait par rapport à une certaine représentation des groupes professionnels ou du monde du travail, parce que la plupart d'entre eux ont cet objectif qui a été évoqué jusque-là, de rendre le travail moins obscène, et donc de le remettre au devant de la scène comme thématique qui a une certaine urgence. Ce sont des textes qui adoptent parfois un certain langage mimétique, donc qui font parler les travailleurs. Ce sont des textes aussi qui ne s'arrêtent pas à l'entrée de l'usine, on l'a dit tout à l'heure, parce que comme vous pouvez le voir, certains textes ont le titre Fabbrica, Nicola Rubino è entrato in fabbrica, donc le protagoniste est entré dans l'usine, donc qui montre vraiment de l'intérieur et par la voix des travailleurs
le monde des transformations économiques et les transformations du travail. Mais je ne vais pas vous parler de tout ça aujourd'hui. Je vais vous parler donc d'un autre exemple, les sources télévisuelles. Mais avant de vous donner donc cet exemple concret, qui est un exemple concret d'application, de vérification, je vais vous proposer des définitions de ces termes. Ce sont des définitions qui n'ont pas la prétention de constituer le point d'arrivée, l'aboutissement de cette réflexion. Donc il ne faut pas les prendre comme quelque chose de définitif, mais comme des jalons qui peuvent peut-être nous servir de point de départ pour un travail collectif d'élaboration conceptuelle. Sans pour autant perdre de vue cette interrogation qui est donc à l'origine de la rencontre d'aujourd'hui, ce questionnement restera en filigrane et je vous prie de l'avoir à l'esprit tout au long de ma brève présentation. Donc c'est aussi en fonction de ce questionnement et de l'articulation nécessaire entre typologie des récits, usages envisagés ou pratiqués et méthodes employées pour les analyser que j'ai effectué un tri arbitraire, j'en conviens, parmi les références théoriques qu'il était possible de mobiliser. On l'a vu aussi ce matin avec l'intervention sur le champ philosophique. Quand on se tourne vers les sciences humaines et sociales dans leur ensemble, il n'y a que l'embarras du choix. Donc je vais me limiter à citer des auteurs choisis selon ma propre sensibilité. Donc ce sont mes incontournables, pour reprendre l'expression utilisée ce matin, et surtout choisis parmi ceux qui me semblaient être les mieux à même de nous fournir des repères en vue d'un dialogue et donc de jeter des ponts entre nos différentes disciplines. D'abord une évidence, une citation, alors ce n'est pas un de mes incontournables, mais c'est je pense, une citation rassurante pour nous. C'est une citation que les interventions précédentes ont rendue presque inutile, donc qui a été déjà, me semble-t-il, amplement démontrée. C'est presque banal de dire que le récit, entend donc que mise en ordre dans un ordre, selon un certain déroulement séquentiel de faits ou d'éléments choisis d'une histoire ou d'une situation, ne se limite pas à des manifestations littéraires ou fictionnelles, ni même aux seules productions écrites littéraires, par exemple, et inclut, entre autres, mais pas uniquement, les images, les supports visuels, qu'ils soient images fixes ou vidéo. Donc, c'est un des textes fondateurs du structuralisme narratif et qui nous rassure quant à la pertinence de nos objectifs, quant à notre volonté de considérer le récit dans le sens le plus large possible, sans exclure aucun type de support ou presque. Je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait que cette liste proposée par Barthes, bien qu'apparemment déjà assez longue, n'est certainement pas exhaustive. Je pense que nous pourrions chacun, pour le domaine qui est le nôtre, y ajouter d'autres supports, d'autres formats, d'autres genres, d'autres substances. On peut utiliser le mot employé par Barthes. Pour ma part, je tiens quand même à souligner quelque chose qui me paraît important, c'est que cette mise en ordre, cette mise en récit, peu importe le support, n'est jamais neutre et qu'elle répond à des critères, à des logiques, à des visées qui sont explicites ou la plupart du temps implicites et qu'il faudrait toujours prendre le soin donc d'explorer. Si l'on considère donc cela d'un point de vue pragmatique et non seulement formel, cette définition ne peut que nous laisser sur notre faim satisfait. Puisque je crois que tout acte de langage ou de communication ou de prise de parole, toute narration, toute mise en récit, donc, se place dans un échange ou, pour paraphraser Bourdieu, qui est, lui, un de mes incontournables, donc toute mise en récit se place sur un marché linguistique ou un marché discursif. Selon cette perspective, le discours est un instrument de communication, mais aussi un instrument de recherche et d'exercice d'un pouvoir. Et on arrive là, on peut agir avec des mots, et ce qui nous pousse donc à aborder le terrain d'un type particulier de pouvoir, qui est le pouvoir symbolique.
donc qui nous pousse à comprendre, à analyser les discours dans leur économie spécifique, celle des luttes symboliques qu'ils produisent et dont ils constituent un effet. Je crois que ce qui a été dit ce matin sur le champ philosophique, sur la légitimité de la thématique du travail et ce que cela peut produire quand on s'occupe de cette thématique, est un exemple assez éclairant de ces luttes symboliques. Alors, je ne dis pas qu'on étudie des choses différentes lorsqu'on étudie les récits ou le discours. Je dis juste que lorsque l'on se place dans la perspective du récit, on est amené à s'attarder sur les supports, sur les formats, les genres, donc sur les aspects formels. Si, comme me semble-t-il, dans le cadre que nous sommes en train de définir, on veut plutôt mettre l'accent sur les usages, sur les effets, on se placerait plutôt du côté du discours, même si l'un n'exclut pas l'autre. Et à l'inverse de ce qu'un certain pan de la linguistique classique a pu considérer, ni le discours ni le récit ne sont des objets neutres. Ce qui change est la perspective dans laquelle on peut et on doit appréhender certains actes de langage ou de communication, et donc certaines productions de discours et de récits. Il en est de même pour les images. Les images aussi constituent des prises de parole ou des discours. Si la prise en compte des motivations qui sont à l'origine des récits et du discours qu'ils engendrent, de leurs effets, de leurs usages, est toujours nécessaire, l'analyse des images ne peut pas ne pas considérer la puissance des images. Et donc, il convient, me semble-t-il, de s'interroger, comme le fait Didier Huberman, sur les modalités selon lesquelles les images agissent sur la réalité. Dans un monde où les images prolifèrent, cet historien de l'art vise à définir une véritable anthropologie des images basée sur l'idée qu'elles ont une valeur d'usage. Donc pour Didier Huberman, il y a un acte d'image et il pourrait y avoir donc une politique de l'imagination. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur le fait que Didier Huberman est sans doute tributaire de Benjamin et des travaux sur la photo comme prise de position. Pour finir cette rapide introduction méthodologique, de façon très synthétique, je prends donc une sorte de constructivisme social modéré, entre guillemets. Alors, s'agissant d'une thématique aussi urgente, aussi concrète, celle du travail, de la sphère de production, des rapports de production, donc des relations économiques, du labeur parfois, des identités, des savoir-faire, des métiers, des professions, donc une thématique qui implique aussi des rapports de domination, des pratiques concrètes, du vécu, des enjeux réels, des enjeux physiques. On serait tenté d'accorder une certaine primauté aux structures objectives, diraient les sociologues, donc aux structures sociales, aux structures du marché du travail, aux évolutions économiques. Toutefois, il me semble que nous avons là, au contraire, un terrain d'investigation privilégié pour mettre au jour justement cette double dimension objective et construite de la réalité sociale. Et certains des documents que je vais vous présenter montrent, me semble-t-il, assez bien cette double dimension. Donc j'ai choisi de vous présenter une série de documentaires. Alors je suis quelqu'un de très indiscipliné, parce que je ne rentre pas dans une discipline et aussi parce que j'aime bien exercer ma part de liberté, mes choix de liberté. Donc j'ai choisi de vous présenter comme exemple concret d'application des sources télévisuelles qui portent sur une époque déjà assez lointaine, les années 50. Donc je sors un peu du cadre chronologique qu'on s'est fixé dans le cadre de l'Aubert, parce qu'il me semble que ces sources ne sont pas pour autant moins intéressantes comme cas de figure à examiner pour comprendre cette double dimension, et aussi parce qu'elle présente un intérêt, comme on le verra dans le rapport entre l'écrit et l'image, dont parlait également Catherine tout à l'heure. Alors, toute production télévisuelle répond à des logiques de représentation ou de mise en scène. Donc là, on ne parle pas de hors scène, mais de mise en scène. Même, je crois, lorsque ce moyen de diffusion semble suivre de plus près la réalité au jour le jour et les phénomènes en train de se produire.
comme c'est le cas pour les reportages et les documentaires. J'ai utilisé donc une typologie de programmes qui inclut des enquêtes, des documentaires, des magazines, des reportages journalistiques, donc qui ne constituent pas un genre d'émission à proprement parler, mais qui peuvent emprunter des formes hétérogènes, mais qui ont toutefois une caractéristique particulière qui est celle de produire une sorte d'effet de réel, ou aussi un effet de savoir sur les phénomènes qu'ils montrent. Cette série de reportages qui est intitulée La donna che lavora, donc la femme au travail, a été diffusée par la télévision publique, la seule chaîne de télévision existant à l'époque, à partir du 2 mars 1959. Alors, on se situe, pour placer aussi du point de vue chronologique ce produit, en même temps que les ouvrages, ou peut-être juste un tout petit peu avant que les ouvrages du courant de la littérature industrielle qui mettaient en avant le monde, les transformations économiques et en particulier le secteur industriel, et qui ont été cités par Carlo ce matin. Donc il s'agit de quelques années plus tôt que Donnarumma, Volponi, Autieri, etc. Alors cette série est aussi exemplaire des moyens importants que la RAI, donc la télévision de service public, a consacré à ses débuts aux documentaires et aux enquêtes sociales. Il y a des ressources techniques très importantes, considérables, qui sont mises à la disposition des journalistes et des réalisateurs, en particulier Giovanni Salvi et Ugo Zatterin. Et il y a 12 équipes de techniciens et d'enquêteurs de la RAI qui sillonnent pendant plusieurs mois la péninsule et réalisent 8 épisodes sur les différents types d'emplois occupés par les femmes. Il s'agit des métiers les plus traditionnels à l'époque, les milieux ruraux en particulier. On est dans l'Italie des années 50, qui n'a pas encore subi les effets de l'industrialisation, et aussi des métiers plus modernes, entre guillemets, dans des milieux plus urbanisés et technologiques. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler de tous les épisodes, je vais juste vous citer quelques exemples, mais il faut préciser d'abord les conditions et les contextes de production et de diffusion aussi de ce produit. Dans ce contexte de grande transformation économique et de modification des rôles sociaux, la télévision contribue à diffuser une image de la femme qui est conforme à la mise en place de la société de consommation. Et dans les programmes des premières années du service public, les producteurs doivent aussi composer avec l'exigence de montrer à la fois les changements intervenus dans la société, avec justement ces rôles traditionnels et cette morale traditionnelle. Et les auteurs sont tenus de se conformer à un code qui énumère des règles, donc un code déontologique qui a été rédigé par le directeur des programmes de l'époque, Filiberto Guara, qui était un catholique, proche du milieu catholique, et qui ensuite, à la fin de son mandat, est devenu moine trappiste. Par exemple, ici on voit les consignes données aux auteurs concernant la façon de montrer la famille à l'écran. On voit que ces consignes sont très précises et elles visent à donner une image positive de la famille, selon laquelle la femme doit exercer donc un rôle traditionnel de soin. Pendant ces années, la télévision a aussi, conformément à l'idéologie dominante, la fonction de rassurer. Et il s'agit d'une stratégie qui a été pensée et mise en application par les dirigeants de l'époque. Et on voit que le regard enchanté face au progrès économique se mêle à une certaine prudence vis-à-vis à l'autonomie que les femmes pourraient acquérir suite aux possibilités offertes par le marché du travail, ainsi qu'à la volonté donc, de conserver un rôle social traditionnel. Ici, on voit bien que souvent les images montrées dans ces documentaires sont encadrées par des commentaires lus par les présentateurs et journalistes. J'en ai choisi un exemple
me semble-t-il, très édifiant. Bien qu'il soit nécessaire de se préparer à la nouvelle force positive de la femme et de l'accepter, il est aussi indispensable de rappeler que le rôle de la femme est avant tout celui d'épouse et de mère. C'était quelque chose qui était rappelé aussi par le générique et par le texte de la chanson qui est devenu un tube à l'époque et qui chantait justement ce retour à la femme dans son foyer après une longue journée de travail. Alors, le contenu, malgré tout, le contenu de ces différents épisodes de La Donna che lavora semble jouer aussi sur une série de codes culturels et doit jongler entre le respect des consignes déontologiques et aussi la volonté des journalistes de faire une véritable enquête sur le monde contemporain. Et c'est ainsi que parfois la représentation de ces femmes et du travail féminin apparaît presque ambiguë. Alors cette enquête, me semble-t-il, est aussi un exemple de modalité pratiquée pour concilier cette double exigence, parce que les propos explicites qui accompagnent les images et que je vous ai citées et qui encadrent donc l'enquête se heurtent parfois avec un discours implicite qui est, lui, consigné par les images. Donc nous avons d'une part le commentaire qui est bon consigne et la sélection des cas de figures représentées, des propos des femmes interviewées, et leur mise en regard peut parfois produire des contradictions, ne serait-ce que parce que donc on entend le discours des enquêteurs, mais aussi celui des femmes sur elles-mêmes, et parfois ces femmes sont très lucides et elles ne sont pas du tout intimidées, par exemple, par la caméra. Et là, on voit aussi un exemple de la nécessité, quand on veut parler du travail, de faire parler ceux qui travaillent. La nécessité qu'on a rappelée tout à l'heure. Un autre exemple tiré d'un des 8 reportages réalisés et diffusés est consacré à un ancien métier pratiqué dans les zones rurales de l'Italie du Sud. Ce sont les ramasseuses d'olives dans les oliveraies de l'Italie du Sud. Alors, il ne faut pas attribuer à ces images et à leurs commentaires une surcharge de sens. Il faut échapper aux fausses évidences de l'image, et il est donc nécessaire de lire ces documents avec des précautions, mais sans y voir nécessairement une volonté de manipulation. On peut les décrypter à partir justement des relations qu'entretiennent leurs diverses composantes, et cela nous permet de mettre en évidence tant les contraintes et les obstacles auxquels les dirigeants et les producteurs doivent faire face que les opportunités qu'ils saisissent. Lors de cette enquête, par exemple, menée à Gioia Tauro, en Calabre, dans le sud de l'Italie, l'équipe de la RAI, on le voit, suit un groupe de paysannes qui se rendent à pied dans les oliveraies. Et on a une mise en scène évidente de ce groupe, donc une mise en scène artificielle, parce qu'on demande aux femmes de marcher dans une certaine direction et de s'adresser à la caméra quand le journaliste le demande. Donc c'est un groupe qui avance vers la caméra, répond aux questions des journalistes, mais il y a un dialogue qui s'instaure, et il y a aussi un cadre dans lequel ces dialogues ont lieu. Et ce cadre, on le voit bien, est révélateur de conditions objectives de travail. Donc, on voit bien les conditions pénibles de travail et des formes d'exploitation, des femmes qui sont par exemple obligées d'amener leurs enfants sur leur lieu de travail et qui sont obligées donc de travailler dans des conditions pénibles en faisant des travaux manuels très, très lourds. Donc les images nous montrent quelque chose qui échappe aux commentaires. Donc on constate donc cette sorte de polysémie des textes médiatiques qui véhiculent souvent des significations idéologiques multiples et peuvent donc engendrer auprès des publics des interprétations qui peuvent être contradictoires par rapport aux intentions des producteurs. Alors, il y a aussi des valeurs et des usages possibles. Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur d'autres exemples.
Je vais dire justement que les formes de contrôle de la part des dirigeants et aussi du pouvoir politique étaient focalisées surtout sur le langage employé. Ce sont des formes de censure qui aujourd'hui peuvent paraître un peu naïves. Mais ces formes de contrôle ont une influence sur la manière d'utiliser aujourd'hui les matériaux audiovisuels produits dans le passé, parce que même si on ne peut pas prendre la totalité de ces documentaires et reportages comme des représentations fidèles d'une époque, elles nous apprennent quelque chose, par exemple, sur des gens disparus. Ici, le ramassage des olives à la main, que l'on ne pratique plus depuis plusieurs années. Donc, ces images nous restituent une portion de réel et peuvent donc être utiles, par exemple, aux ethnologues ou anthropologues dans la reconstitution de savoir-faire oubliés. Je vais terminer sur l'enjeu historiographique de ces images télévisuelles. Bien que le statut de ces documents, on l'a vu, est ambigu, ils peuvent être utilisés en tant que source, archives historiques, en tant que traces aussi visuelles au sens de Carlo Ginzburg. Dans le système social de l'histoire, c'est-à-dire dans l'ensemble de supports, d'institutions, d'instruments qui contribuent à forger une certaine image du passé, la télévision, me semble-t-il, constitue de plus en plus l'une des modalités par lesquelles se construit le savoir historique, et le rôle de la télévision en tant qu'agent d'histoire me semble aussi indéniable. Voilà. Je termine sur...